non négligeables qui vont nous amener à discuter. Cette actualité, c'est celle du plan S. Avant de débattre, justement, je me permettrai de faire un rappel, je l'espère rapide et non soporifique de la question. Et donc, pour participer à cette table ronde, et encore une fois, je suis contredit sur le plan géométrique par le meuble, je présente donc les intervenants. Dans l'ordre, donc, à ma droite, Madame Albertine Le Guinbull, qui représente ici les éditions Karger. Donc Karger qui connaît bien les problématiques des bibliothèques, notamment pour avoir négocié avec elles, pour avoir proposé également, notamment ici à la BIUS, un certain nombre de ressources. Madame Héloïse Maril, qui est chef de projet information scientifique et technique au sein du service commun de la documentation de Paris 7, Paris Diderot, et qui, donc, dans ses missions, participe à la sensibilisation de la communauté scientifique, des chercheurs sur les questions d'open access. Madame Florence Bourriot, documentaliste aux Hospices civils de Lyon. Et enfin, Claude Forest, biochimiste, directeur de recherche à l'INSERM, et très engagé dans de nombreuses interventions sur les questions d'intégrité scientifique. Et nous l'interrogerons particulièrement en tant que chercheur ici, et nous demanderons quel est son point de vue sur ce fameux plan S. Alors, rapidement, avant de débattre, je vous le disais, un petit point théorique. Je ne sais pas si vous m'entendez bien comme ça. Oui, c'est bien. Voilà. Le contexte général est connu de nous tous, j'imagine, celui de l'ouverture progressive des ressources. La question est ancienne, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il est question d'open access au moins. Il y a un contexte favorable à cela, on ne remontera pas, et je ne ferai pas l'historique, ce n'est pas le lieu, jusqu'à l'initiative de Budapest ou la déclaration de Berlin, mais plus récemment, en France, dans le contexte français, le plan national pour la science ouverte, annoncé par Frédéric Vidal en 2018, ou également H2020 qui comprend des éléments relatifs à ces questions. Donc le plan S arrive dans un contexte qui lui est favorable, en toute logique. C'est une initiative de Science Europe, avec le soutien de la Commission européenne. Afin de mettre en place ce plan, de le faire connaître et puis de l'appliquer, une coalition a été créée. Alors coalition, l'orthographe apparaît ici, la coalition S, donc OA Open Access, qui regroupait à l'origine 12 organismes de financement de la recherche en Europe. Et vous le voyez ici, le projet s'est étendu progressivement à l'ensemble du monde. L'Inde et la Jordanie, par exemple, ont rejoint le plan. Et aujourd'hui, nous avons 16 organismes de financement de la recherche dans le monde qui participent. Vous l'avez vu très brièvement, car je me suis emmêlé dans mes présentations. Vous l'avez vu très brièvement, il y a un... Ah, mais ça n'apparaît pas. Merci. Très bien. Alors, Demned. Ah oui, mais alors... Un tout petit instant, j'arrive. Non, c'est bon, je pense que... Voilà, merci. Oui, c'est tout bon. Voilà, pardon pour ce petit moment d'ajustement. Donc, tant mieux, finalement, vous n'avez rien vu. Donc, un objectif très clair ici, la publication de tous les travaux scientifiques financés sur fonds publics, élément important, dans des revues ou des plateformes en accès libre. Donc, revenons à ce que vous auriez dû voir. Revenons à cette présentation-là pour aborder un dernier point, la question du calendrier, puisque initialement, il était prévu une application en janvier 2020, donc un calendrier assez contraint. Finalement, ça date de mai dernier, l'application du plan a été repoussée à janvier 2021.
avec une tolérance, je vais y venir, pour un certain nombre de ressources, et une tolérance également pour des organismes qui seraient déjà inscrits dans une démarche favorable vis-à-vis du plan S et qui ne seraient pas encore totalement prêts. Donc 2024 est cité par exemple. Alors je résume très rapidement encore une fois les 10 points, les 10 principes qui régissent ce plan S. Donc le schéma est sinueux mais je l'espère clair. Donc le premier principe concerne les droits d'auteur des auteurs, donc ces droits sont conservés. Avec la valorisation de l'usage de la licence Creative Commons Attribution. Deuxième principe, les organismes de financement doivent veiller à construire, à proposer des outils exigeants et des contenus exigeants, notamment en termes d'édition. Troisième point, le soutien. Nous verrons qu'il y a un certain nombre de principes qui relèvent du soutien. Soutien à la création de plateformes et de revues adaptées, avec la volonté de soutenir également les organisations qui ne seraient pas dotées de ces outils pour le moment. Nous en venons ici aux aspects plus financiers, avec le quatrième principe. Les frais de publication Open Access sont couverts ici par les institutions et non par les chercheurs individuels, avec une volonté ferme ici de permettre l'accès égal aux ressources, mais également la possibilité de publier de manière égale. Cinquième principe, les frais de publication sont standardisés, ça permet d'évoquer déjà en filigrane la question des APC problématiques, on le sait, et donc standardisés et plafonnés, et ce de manière toujours coordonnée. Sixième principe, les organismes de financement demandent, et écoutez bien, aux universités, aux organismes de recherche et aux bibliothèques d'aligner leur politique et stratégie dans un objectif de mutualisation des pratiques, mais également de transparence. Septième principe, et non des moindres, les articles seuls ne sont pas les seuls à être concernés par ces questions, puisque le plan S s'étend également aux monographies, à tout type de publications. D'où aussi également une tolérance, je vous l'ai dit, en termes de calendrier pour s'adapter à cette contrainte. Huitième principe, l'importance des archives ouvertes pérennes est réaffirmée dans le cadre du plan S, et elles sont valorisées. Neuvième principe, je l'ai déjà un peu évoqué, le modèle hybride est exclu du plan, donc on reviendra peut-être sur ces questions. Et j'en profite au passage, c'est un ajout, mais pour dire que le modèle, que la publication des préprints en ligne ne saurait suffire dans le cadre du plan S. Ce sont des post-prints, des travaux aboutis qui ont fait l'objet de reviewing qui sont attendus dans ces dépôts. Enfin, dixième et dernier principe, les organismes de financement veilleront à l'application de ces principes et sanctionneront, et là il y a un flou, sanctionneront les mauvaises pratiques. Voilà, donc je suis navré d'avoir égrené ces 10 commandements, mais ça me semblait important de le faire pour commencer. Donc vous le voyez, le plan S accélère considérablement une évolution qui était déjà à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, et on avait déjà commencé à en parler tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez vertical, cette fois-ci de contraignant, et qui a des implications, sous des aspects assez limpides comme ça, a des implications tout à fait complexes sur le plan éthique, par exemple, dans quelle liberté laisser aux chercheurs dans leur choix de publication, dans leur choix de revue, des implications économiques également. Nous le verrons notamment en ce qui concerne les éditeurs, et également techniques et professionnels. Là, je pense je pense à tout le monde, mais je pense aussi aux bibliothécaires et documentalistes qui doivent faire face
et proposer de nouveaux outils, de nouvelles compétences. Voilà, donc après cette introduction un peu pompeuse, j'ouvre la discussion. Donc il s'agit vraiment d'échanger librement sur la question. Et pour commencer, j'invite chaque intervenant à nous donner tout simplement son point de vue sur le plan S, la manière dont il l'a reçu, dont il le comprend également, soit en termes de menaces, d'opportunités éventuelles. Et tout naturellement, je me tourne vers Claude Forest, qui représente ici donc les chercheurs qui sont au centre de ces problématiques. Merci. Vous voulez que je prenne la parole tout de suite? Si cela vous convient. Oui, pardon, merci. Alors, merci pour cette invitation d'abord. Et avant de parler du plan S, il y avait 3 choses que je voulais dire. La première, c'est que, en fait, c'est Xavier Coumoul qui avait été à l'origine sollicité pour ça, et je le remplace. C'est un professeur de Paris Descartes, enfin de l'Université de Paris désormais, que je suis chercheur INSERM, mais je ne suis pas ici mandaté par l'INSERM. Bien que je sache que l'INSERM soutient ce genre d'initiative, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, je suis rédacteur d'un journal qui s'appelle Biochimie. Et c'est un journal hybride, donc on va en parler certainement. C'est le journal de la Société française de biochimie, biologie moléculaire, donc d'une société savante. Et je traite 140, 150 papiers par an là-dedans. Et c'est Elsevier qui le publie. Voilà, donc c'est mon lien d'intérêt potentiel que je dévoile ici. Alors, le plan S, il y a 2 choses que je voudrais dire. La première chose, c'est que pour moi, c'est du top-down, c'est-à-dire que ça vient d'en haut, on nous le balance, et on ne sait pas trop comment on va réussir à aller dans ce sens-là, comment ça va fonctionner, etc. La deuxième chose, c'est que et je fais plusieurs interventions dans le cadre de l'intégrité scientifique. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'intégrité scientifique, mais je me suis intéressé à ça en 2015 pour plusieurs raisons. Et une raison essentielle, c'est que je me rendais compte que les collègues, et a fortiori les étudiants, n'étaient pas au courant de certain nombre de choses qui se passaient, etc. Donc voilà. Donc j'interviens à différents endroits, en France, etc., pour parler de ça. Et je pose toujours la question devant un panel d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, etc. Est-ce que vous connaissez le plan S? Et je vous assure que pratiquement aucun doigt ne se lève, jamais. Donc les collègues, et fortiori les étudiants, ne connaissent pas et ne connaissaient pas le plan S. C'est-à-dire qu'on est là face à quelque chose qui vient d'en haut, qui tombe en bas, et sur le terrain, on ne sait pas. Voilà. Donc j'essaye moi-même, avec d'autres collègues, de se renseigner là-dessus. On envoie des mails au ministère, etc. Et on n'arrive pas à avoir d'informations sur des points précis dont on va discuter. Par exemple, le modèle hybride, est-ce qu'il est vraiment exclu ou est-ce que finalement, dans la nouvelle mouture, on voit qu'il peut y avoir un green open access qui revient avec les APC, etc. Vous voyez, donc on est là confronté à quelque chose qui est compliqué quand on est chercheur. Quand on est chercheur, bien sûr, on veut publier nos résultats, on veut faire connaître nos résultats à la communauté scientifique en premier lieu, puis bien sûr, si on considère que ces résultats sont importants à la société, s'il y a des applications en santé, ça peut être important, etc. Et donc, on a, quand on est chercheur, on a la plupart du temps le nez sur le guidon, et puis on se retrouve brusquement face à des injonctions, et qui sont parfois paradoxales, on pourra en parler, et on ne sait pas trop comment réagir. J'étais très content de voir qu'il est reculé d'1 an, ce plan S, parce que je ne voyais vraiment pas comment on pouvait, en janvier 2020, appliquer tout ça, et vous certainement non plus. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais dire, mais on rediscutera de tout ça, c'est qu'il est vraisemblable, les bibliothèques universitaires sont très mal connues des chercheurs et des enseignants-chercheurs en général, mais il est vraisemblable qu'ils vont connaître, nous allons connaître beaucoup mieux, nous allons vous connaître beaucoup mieux dans le futur, parce que certainement qu'avec ce nouveau plan S et l'open access, vous allez jouer un rôle prépondérant, j'imagine. Hein. Donc voilà, c'est ça qui me paraît important aussi à dire. Merci. Alors, si je peux me permettre de donner la parole à Albertine Lubingul, qui représente, donc je l'ai dit, les éditions Carguer, et un éditeur indépendant, c'est important de le souligner, et qui va nous donner le point de vue justement d'une maison d'édition, loin aussi de certains clichés qu'on peut avoir sur le monde de l'édition scientifique. Voilà, je vous laisse ça. D'accord, je vous remercie. Et je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir et de pouvoir donner le point de vue d'un éditeur sur la question du plan S et la question
de la publication en open access aussi. Pour répondre par rapport au plan S, les avantages qu'on voit en tant qu'éditeur dans le futur, c'est d'une part la fin du piratage des données des éditeurs, ça c'est un point important. Ça pourrait effectivement solutionner une partie ou à terme complètement ce problème. Et aussi une évaluation des éditeurs en fonction du service rendu aux auteurs et aux institutions. À savoir, donc Harger, c'est une maison d'édition qui existe depuis 1890, qui publie 105 revues biomédicales actuellement, dont 25 revues en open access, 100% open access. Les autres revues sont des revues donc sous forme d'abonnement qui ont cette particularité d'accepter aussi des articles qu'on appelle en author's choice, c'est-à-dire que les articles sont en accès ouvert dans les revues sous abonnement. Donc pour l'instant, on a des revues hybrides, le modèle hybride et le modèle open access. On tend à aller vers les recommandations du plan S et aussi de la science ouverte en général et pas que du plan S. On tend à développer notre modèle en ce sens pour aussi pour aider aussi la recherche, la documentation générale. Par contre, donc, les inconvénients majeurs du plan S pour l'instant pour nous éditeurs, c'est évidemment une réduction importante du chiffre d'affaires de l'éditeur, concrètement, qui est liée au nombre de revues financées par abonnement. Donc, en changeant de modèle et en allant vers le tout open access, on met quand même en péril la source principale de revenus d'un éditeur. Et aussi, si les revues ne peuvent pas se conformer aux nombreuses exigences du plan S, donc à ce moment-là, on a la possibilité de publier en green open access, mais avec une licence CC BY qui est un embargo sans embargo et sans paiement anticipé des APC. Alors ça, c'est un autre risque de revenus pour les éditeurs, concrètement, et qui sont nécessaires pour prendre en charge tous les services fournis par un éditeur. Aussi, de nombreux auteurs ne veulent pas de la licence CC BY, qui ne protège pas leur travail de l'utilisation dérivée. Et puis aussi, on se rend compte que de nombreux chercheurs et rédacteurs ne sont pas en accord avec le plan S. Donc ça aussi, nous, en tant qu'éditeurs, c'est quelque chose dont on tient compte. Et puis, on se dit, nous, en tant qu'éditeur international, que ça pourrait rendre la coopération internationale plus compliquée et décourageante pour les chercheurs, pour tout ce qui est articles de recherche au niveau d'équipe internationale, puisque tous les auteurs doivent accepter que l'article soit publié en open access. Et dans ces cas-là, ça pose problème. Effectivement, il faut l'accord de tous les auteurs. Et puis aussi, certaines exigences semblent être assez difficiles à atteindre pour certains petits éditeurs, et ça pourrait conduire à soutenir essentiellement des gros groupes d'éditeurs aux dépens des plus petits. Ça, c'est aussi un problème qui peut se poser. Voilà, par rapport au plan S. Après, sur la question de la publication d'open access, on est déjà pas mal avancé sur le sujet et on est bien entendu à l'écoute et ouvert à toutes les questions avec les documentalistes et avec les auteurs, bien sûr. Bien, merci. On va parler justement de ces nouveaux partenariats qui pourront se tisser. Héloïse Marine, Florence Bourriaud, si vous voulez nous donner votre point de vue à présent. Oui, merci. Oui, pardon. Moi, je fais partie de la documentation centrale des Hospices civils de Lyon. On est amené à aider des chercheurs à publier, notamment en open access également. Je suis navrée d'être la mouche du coche, mais le problème majeur dont on a parlé tout à l'heure, qui va se poser au niveau de l'open access et du financement de l'open access, c'est au niveau de nos institutions, qui va payer et comment.
Dans un premier temps, tout simplement parce que généralement les centres de documentation ou les bibliothèques ont leur budget propre qui servent à payer les abonnements, que généralement, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres CHU, mais en ce qui nous concerne, le financement des APC est géré par la délégation à la recherche dans le cadre de la publication, et que ces budgets jusqu'à présent étaient séparés. Or, avec Madame de Garger, j'ai perdu votre nom, je suis désolée. Voilà, Albertine. Les formules qui vont être amenées à se développer, sûrement au niveau de l'open access, ça va être sans doute des formules liant les abonnements avec l'open access. Donc, qui va prendre en charge ces budgets-là? Comment ça va être géré? Quelles sont les offres qui seront offertes? Est-ce que si on a un abonnement à une revue, est-ce qu'on aura une petite offre privilégiée sur l'open access, par exemple? Ou si on passe sur du tout open access, bon, comment va être négocié l'accès? Et puis, par rapport à la fin du plan S, on va dire, le soutien aux archives ouvertes et pérennes, on se rend compte aussi que ça, c'est un vaste souci, c'est-à-dire on met à disposition où? Est-ce qu'on se contente, entre guillemets, de mettre à disposition via le site de l'éditeur, ce qui n'est pas à l'origine le but, mais c'est d'avoir un endroit où on retrouve toutes les publications de l'institution. Donc, est-ce qu'on passe par une plateforme de type HAL? Est-ce qu'on crée un partenariat avec l'éditeur pour mettre à disposition les revues de son institution, par exemple? Ça aussi, c'est un problème, parce que qui va aussi s'occuper de cette plateforme-là? Est-ce qu'on demande aux auteurs d'alimenter éventuellement? Est-ce qu'on demande à l'éditeur d'alimenter cette plateforme? Sous quelle forme? Et avec quel type de moyens? Et là, pour le coup, je pense essentiellement aux moyens humains. Donc, pour nous, ce plan S, il est évidemment capital. Au niveau de la mise en œuvre, il n'est évidemment pas dimensionné comme il le faudrait. Et donc, après, on se retrouve à cautionner une politique d'accès qui est manifestement, je pense, la bonne, mais qu'on a un gros souci par rapport à la mise en œuvre et aux moyens qui nous seront accordés, tant financiers que humains. Merci. Oui, donc, je vous remercie de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec les différents points qui ont été abordés. Bon, l'intérêt du plan S, c'est qu'il va dans le sens de la science ouverte et il donne un grand coup d'accélérateur. Et donc après, effectivement, 20 ans, 25 ans de développement d'archives ouvertes et de succession de déclarations, que ce soit les déclarations de Berlin ou l'appel de Jussieu sur la bibliodiversité, c'est vrai que voilà, ça va dans le sens d'une mise en œuvre concrète. Après, justement, tout le reste, en fait, ce sont des questions sur la mise en œuvre concrète. C'est-à-dire qu'il me propose 10 principes assez clairs, contraignants, avec après un certain nombre de détails techniques, après de choix de format qui finalement ne conviennent pas tout à fait à ce qui se fait déjà. Et du coup, étant donné les délais assez courts, donc même si ça a été repoussé à 2020, du coup ça fait quand même assez court, ça pose beaucoup de questions et peut-être aussi ça crée beaucoup d'inquiétudes. Au niveau des universités, il y a plusieurs points, notamment de blocage. Donc c'est effectivement ça, sur la question du financement. Derrière, l'idée, en fait, c'est de basculer d'un modèle sur abonnement, de lecteur-payeur, au modèle de frais de publication, avec ces fameux APC. Sauf que là, actuellement, si je prends juste le cas de l'université, effectivement, pour laquelle je travaille, ce sont 2 budgets séparés et en fait, on n'a pas vraiment de visibilité complète sur quels APC sont payés par qui, comment. Parfois, c'est dans le cadre de plans de financement ANR, parfois c'est dans le cadre de financement Horizon 2020, parfois c'est le labo. Bon, bref, et donc là-dessus, il y a tout le budget de la documentation électronique des bibliothèques. Donc déjà, les universités, en fait, elles ont une grosse mise à plat à faire sur le pilotage en fait, du financement de la publication électronique. Et du coup, ce plan S, c'est surtout une grosse obligation pour les universités de penser la science ouverte, ce
qui finalement se faisait petit à petit, notamment parce que la conférence des unités de recherche intensive française avait également fait connaître un programme, donc à la veille du plan national de la science ouverte l'année dernière, en juillet 2018, indiquant qu'il fallait donc développer l'open access, qu'il fallait que tant de pourcentage de publications soit en open access d'ici pas très longtemps, qu'il fallait que la compétence science ouverte soit inclue dans les fiches de poste de l'ensemble des personnels des universités, donc enseignants-chercheurs, bibliothécaires, personnel administratif, qu'il y ait une formation des étudiants dès la licence master à toutes les questions de sciences ouvertes. Donc, les universités étaient en train de s'organiser, mais concrètement, en fait, de projets sciences ouvertes, ils sont en train de s'écrire. Donc, au niveau européen, il y a des conférences d'universités de recherche européennes qui commencent à sortir des plans sur comment mettre en œuvre concrètement la science ouverte. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça pousse à ce que tout ce qui était open access, qui était des initiatives de chercheurs, des initiatives de documentalistes bibliothécaires, et puis des plans qui commençaient donc à voir le jour, ça donne un coup d'accélérateur. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Ensuite, ça ouvre beaucoup de questions, par exemple sur le plus technique, donc, ou qui sont plus en détail, notamment sur le financement des APC. Si on rentre même, on dit ok, on paye le même prix que les abonnements, ce qui a été fait notamment en Allemagne dans le cadre du Project Deal. Le coût des abonnements des universités participantes à ce projet est transféré en APC. Mais là, une fois qu'on a dit ça, on dit oui, mais alors est-ce que ça veut dire que tous les chercheurs peuvent publier dans les revues de l'éditeur qui est d'accord avec ce contrat, ou est-ce que c'est tant d'articles qui sont acceptés? Donc est-ce que c'est une logique du forfait, donc on paye tant et tous les chercheurs de l'université ont le droit de publier si tant est que leur article soit de qualité, qu'il soit revu, qu'il soit accepté, ou est-ce que c'est un certain nombre de chercheurs, et si oui, comment se fait l'arbitrage entre les différents chercheurs et comment se fait l'arbitrage entre les différents laboratoires? Donc voilà, là il y a plein de questions qui du coup sont pas du tout au niveau des SCD, qui sont à trancher, qui sont vraiment sur le pilotage de la publication et qui du coup peuvent donner lieu un petit peu à une prise en main par les instances de l'université de la publication des chercheurs, ce qui jusque-là était finalement assez autonome dans leur publication. Et donc ça, je pense que c'est aussi une démarche d'inquiétude, outre le fait de ne pas pouvoir choisir vraiment dans quelle revue publier, parce qu'il faut publier absolument dans les revues en open access, et que dans certaines disciplines, il n'y en a pas tant que ça. Donc du coup, il y a aussi le fait d'arriver à... il y a ce plan S donc, lancé en septembre, avec un guide technique de mise en place paru en novembre, a donné lieu à beaucoup de critiques, et donc du coup, il y a eu une longue concertation, en même temps que le grand débat à peu près, qui a duré jusqu'à février, et qui a conduit à ce qu'il y ait un nouveau guide qui soit proposé, donc notamment de décaler la mise en œuvre, et aussi donc de revenir sur quelques points qui étaient inquiétants, notamment par rapport à ce que vous disiez sur les gros éditeurs. C'est-à-dire, en fait, le nouveau plan envisage un soutien à l'ensemble des éditeurs qui proposent des modèles qu'on appelle des modèles diamants, donc qui ne sont pas des modèles qui se basent sur les APC, sur les frais de publication, et qui permettraient justement de soutenir la bibliodiversité, parce qu'en fait la majorité des revues en open access ne sont pas de l'open access avec frais de publication, ça concerne beaucoup les gros éditeurs. Et donc du coup, il y a un soutien qui est apporté. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose, parce que vraiment la question, c'est l'évolution du processus de publication. Donc faire la même chose, passer des abonnements aux APC, tout simplement sans repenser un peu le système de publication, ça répond pas aux besoins qui émergent actuellement avec le développement des préprints, notamment en physique, en mathématiques, en biologie. Et la question de la revue par les pairs ouverte, c'est-à-dire en dehors des comités éditoriaux. L'autre point que je trouve intéressant,
enfin il y a plein de points intéressants, mais je vais m'arrêter parce que je sens que je dure un petit peu, c'est qui prennent en compte la question du changement de l'évaluation des chercheurs. Parce qu'en fait, c'est un peu le nœud du problème de l'open access, c'est que avec la façon dont sont évalués les chercheurs, dont sont attribués différents types de points, SIGAPS et autres, la façon dont sont considérées les publications dans des revues à fort impact factor, en fait, ça bloque un peu toute la bibliodiversité. Donc du coup, dans la nouvelle version qui est parue il y a quelques jours, il y a un accent qui est mis sur le fait qu'en fait, il faut revoir l'évaluation des chercheurs, développer les systèmes de citation ouverte, qu'il faut que les organismes qui sont financés par les membres de la coalition adhèrent à la déclaration de San Francisco, au protocole DORA ou au manifeste de Leiden, ce qui devrait grosso modo peut-être ouvrir la porte à ce que les publications et la carrière des chercheurs soient évaluées par rapport à leur qualité intrinsèque, plus peut-être que par rapport au fait d'avoir écrit ou pas dans une revue à fort facteur d'impact. Bien, merci. Alors, si personne ne souhaite rebondir à la suite, peut-être Oui, j'avais par rapport notamment à cette question de comment on s'organise pour passer d'un modèle donc abonnement avec donc ces fameuses revues hybrides. L'objectif de Karger, c'est aussi de progressivement publier, donc de publier plus de revues en open access, d'une part en basculant les revues sous abonnement vers un modèle open access. L'avantage maintenant, c'est qu'on a un temps de progression qui est un petit peu plus étalé que ce qui était prévu. Et avoir le temps aussi de voir comment on peut se conformer à tous les principes du plan S, parce que certains principes ne correspondent pas vraiment au cadre des éditeurs et de Karger en particulier, et aussi donc accompagner les documentalistes dans ce transfert, notamment de financement. Et la réponse à la question, effectivement, actuellement, on travaille bien entendu toujours avec le consortium Couperin sur ces questions-là, sur comment apporter une offre qui soit intéressante pour les centres de documentation, les bibliothèques. Et on envisage, alors au niveau français, évidemment, on est sur un fonds biomédical tout en anglais. On a un nombre d'articles qui est quand même réduit par rapport à d'autres pays anglophones où on a beaucoup plus de soumissions d'articles. Pour la recherche en France, on a chez Karger, on va dire à peu près, on a environ 125 articles sur une année, publiés dans les revues, sous abonnement, actuellement sous abonnement, quelques articles en open access. On pourrait effectivement imaginer un modèle d'offre, notamment en négociation avec Couperin, où les revues sous abonnement continuent, comme elles continuent à exister, qu'elles bénéficient d'un tarif négocié et que les chercheurs puissent publier en open access leurs articles dans les revues, les chercheurs français, sans surcoût. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, cette offre pourrait évoluer en fonction du développement du plan S, en fonction des besoins des chercheurs et en fonction aussi de l'organisation des centres de documentation, bien sûr, sur les différentes instances de financement, enfin les différents financements, comment c'est réorganisé aussi, puisque pour l'instant, c'est pas complètement... d'un côté, vous avez les laboratoires qui ont leur propre financement d'APC, de l'autre côté, vous avez les bibliothèques, enfin les centres de documentation qui ont leurs abonnements. Une fois que ce sera plus harmonisé, on pourra trouver un modèle qui soit en adéquation avec les nouveaux principes. Alors, pardon. Non, allez-y. J'aimerais revenir donc à Claude Forest pour interroger davantage
le rapport qu'entretient le chercheur avec l'éditeur et quels vont être les manques dans le cadre de ce plan S qui, alors on l'a vu, ça nuance la vision un peu catastrophiste que j'avais d'éditeur court-circuité finalement. Donc non, il y a des modèles qui peuvent être mis en place, mais une pétition a été signée d'ailleurs à la suite du plan S qui posait la question, notamment de la question de la liberté des chercheurs dans leur choix de publication. Donc, quelles sont les craintes aussi, et puis ça nous permettra de voir en filigrane ce qu'attend le chercheur de la part d'un éditeur. Alors, bien sûr, je ne peux pas parler pour tous les chercheurs. Oui. Et je vais simplement aussi, en plus de ça, parler pour la recherche biomédicale, qui est celle que je connais. Il y a plusieurs points. Alors, le point numéro 1, un chercheur va vouloir une fois qu'il a des résultats qu'il a mis en forme, va vouloir faire connaître ça en premier lieu à la communauté qui s'y intéresse, c'est-à-dire les scientifiques qui travaillent dans le même domaine. Donc, en général, ce qui se passe, alors bien sûr, il y a un certain nombre de cas où il considère que les résultats sont très importants et donc il va vouloir publier dans un journal plus généraliste de façon à ce que éventuellement le grand public sache aussi, etc. Mais dans beaucoup de cas, c'est en fait la communauté scientifique qui est proche de son domaine. Et il y a des journaux qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Par exemple, mon domaine, c'est plutôt la nutrition. Et il y a un certain nombre de journaux, et la biochimie, il y a un certain nombre de journaux dans ce domaine-là. Donc je vais chercher à cibler la façon dont l'article est rédigé en fonction du journal et potentiellement du public qui va recevoir cet article-là. Donc en fait, dans le système plan S, que j'arrive toujours pas d'ailleurs vraiment à bien comprendre comment ça va se monter, je crois qu'on est tous dans le même, au même stade, ça risque fort ça de disparaître. C'est-à-dire qu'on va se retrouver face à une offre limitée dans peut-être que je me trompe, mais dans un domaine scientifique donné. Sauf si il continue à y avoir des éditeurs avec des journaux spécialisés dans certains domaines. Sinon, si on est face à des archives ouvertes et potentiellement ensuite, après l'archive ouverte, à un système de post-expertise de l'article dans un journal donné en open access, en sachant que le modèle hybride dont on parlait doit normalement disparaître du plan S, c'est-à-dire que les sociétés savantes qui fonctionnent pour la promotion de leur discipline grâce à de l'argent qui vient des éditeurs. Vous savez tous ici que les sociétés savantes fonctionnent, il y a de moins en moins d'abonnements d'individus à ces sociétés savantes. Et donc, l'argent qui arrive des individus parce qu'ils sont membres de la société savante a diminué fortement dans beaucoup de sociétés savantes. Et donc, il y a une manne financière qui arrive par les éditeurs, qui sont réinjectés dans ces sociétés savantes et qui sont utilisés pour des prix de recherche, pour promouvoir la discipline, pour envoyer des étudiants à des congrès, pour donner des prix, etc. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, ce que je vois dans le système sans journaux hybrides, c'est qu'une grosse partie des sociétés savantes vont disparaître. Alors peut-être que c'est légitime, et peut-être qu'il n'en faut plus des sociétés savantes. La SFEBM, elle a 100 ans, ça fait 100 ans qu'elle fonctionne. Biochimie aussi, ça fait 100 ans. Le facteur d'impact, puisqu'on parle de ça, est entre 3 et 3,5, ce qui est pas mal. Ça risque de disparaître, simplement. Bon. Alors, peut-être qu'il faut que ça disparaisse, je ne sais pas, mais peut-être pas. Donc, c'est peut-être à discuter, ça. Donc, ça, c'est une première crainte assez spécifique. La deuxième chose, si le plan S se met en place, et il se met en place, il faut vraiment que DORA marche, qu'il n'y ait plus d'évaluation des chercheurs par le facteur d'impact des journaux. Ça, il faut vraiment que ça passe. Et il faut une remise en cause drastique de l'évaluation de la recherche. Vous savez, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a une corrélation positive entre le facteur d'impact des journaux et le taux de rétractation d'articles dans ces mêmes journaux. Donc, on sait tout ça maintenant. La deuxième information, c'est que le pourcentage, je n'ose même pas dire le chiffre ici, le pourcentage d'articles en recherche préclinique biomédicale qui n'est pas reproductible, le pourcentage d'articles non reproductibles est très élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une dérive du système à cause de l'évaluation qui s'est fourvoyée pendant 30 ans. Ça fait 30 ans que le système d'évaluation de la recherche s'est fourvoyé. Ça a entraîné des dérives avec des problèmes d'intégrité scientifique, etc.
et le fait qu'il y a un nombre très important d'articles scientifiques qui sont, je ne sais pas s'ils sont faux ou pas, mais en tout cas, ne sont pas reproductibles. Ils sont faits à un moment donné dans un système donné, et puis voilà, c'est pas reproductible. Donc, sachant tout ça, est-ce que le plan S et la science ouverte va améliorer tout ça? Pour moi, si on continue à avoir de l'expertise d'articles avant publication, ça peut continuer, déjà, ça c'est très important, expertise d'articles. Si on met tous les articles qu'on veut en open access tout de suite, on va être face à quelque chose d'inextricable. Donc il faut qu'il y ait un contrôle de ce qui est publié en open access, ça c'est clair, il faut une expertise qui continue. Elle est critiquable, cette expertise, bien sûr, hein, mais au moins, il y a une expertise. S'il n'y en a plus du tout, on peut considérer que le système qu'il faut mettre en place, c'est un système Post-Publication Peer Review, PPPR, comme alors le modèle qu'on connaît bien maintenant, c'est PubPeer, et il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment celui-là qui est... C'est-à-dire que les gens intéressés par les articles peuvent mettre des commentaires sur les articles postés online. En l'occurrence, avec PubPeer, c'est après publication, mais on peut imaginer que ça soit au moment où il y a la publication en open access de l'article que les gens intéressés se mettent à critiquer l'article s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. C'est une espèce de... Bon. Mais est-ce que ça peut fonctionner? Ça, je ne suis pas sûr, hein, parce que ce n'est pas seulement en France, là. Il y a plusieurs pays qui seraient impliqués, et international. Donc, tout ça, c'est des craintes. Alors, il y a d'autres problèmes de crainte. Je ne sais pas si je réponds à la question qui était posée. Si, alors ce que je voulais aussi un peu savoir, c'était les attendus d'un chercheur. Quelle expertise il va chercher? Alors, vous répondiez justement sur la question du public ciblé dans le choix de telle ou telle revue. Oui. Il y a aussi des compétences que l'éditeur, dans un modèle classique, on va dire, met à disposition. Quelles sont-elles et si elles sont attendues, quel est le manque qui pourrait résulter dans le cadre du plan S? D'accord. Alors, le système classique, c'est un article est reçu par des rédacteurs, le rédacteur en chef qui transmet à des rédacteurs, qui a un listing d'experts potentiels à qui il envoie les articles, à qui il a confiance et qu'il essaye. Alors, de nos jours, c'est de plus en plus difficile parce qu'on reçoit de plus en plus d'articles en général. Je ne parle pas seulement de biochimie, mais en général. Et il devient difficile d'avoir suffisamment d'experts pour répondre à la demande. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans un domaine scientifique donné. Si ça change, est-ce que les chercheurs, donc les chercheurs sont à la fois ceux qui produisent la science, ceux qui font l'expertise de la science et qui potentiellement sont dans les journaux, etc. Tout ça, c'est les mêmes personnes. On peut parler des finances après, mais en tout cas, ça, c'est les mêmes personnes. Est-ce que les collègues qu'on sollicite pour faire de l'expertise d'articles vont continuer à faire aussi bien, on va dire, l'expertise d'articles s'ils sont submergés de demandes de partout parce que tout est ouvert? Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Donc ça, c'est un gros problème potentiel. Oui. Et puis l'évaluation, encore une fois, hein, l'évaluation de la recherche qui doit drastiquement changer. Plan S sans éditeur, voilà, moi, de mon point de vue d'éditeur, je ne vois pas trop, effectivement, ça deviendrait très très compliqué et ça risque de déborder. Et c'est un tout enfin, comme oui, il y a une expertise, bien sûr. C'est un travail, il y a une expertise de l'édition. Oui. Tout le processus d'édition a un coût et pour la raison qu'en partant de l'évaluation des articles par les pairs, entre le moment de l'acceptation de l'article et la publication, il y a tout un tas d'étapes à respecter pour publier un article de qualité. Les éditeurs comme Karger et comme beaucoup d'autres éditeurs ont aussi ce gage de qualité qui fait que si un article est accepté et publié dans une revue, dans une de leurs revues, a priori, c'est que voilà, il y a eu un travail professionnel qui a été fait, et ça, oui, ça serait vraiment dommage de s'en passer, en fait. En l'occurrence, ça serait même dramatique de s'en passer, et ça pourrait poser beaucoup de problèmes, y compris de frais.
Oui, de coûts, en l'occurrence, oui. Et Qui sont également, supportés par l'éditeur. ce que vous disiez, le problème le risque de fractionner la communauté des chercheurs entre déjà les pays qui n'adhèrent pas C'est ça. à cette coalition, et puis justement, alors ça peut avoir également des répercussions dans le cas dans le reviewing, avec des personnes qui n'adhèrent pas forcément au même principe au même moment. Donc effectivement. Alors à présent, j'aimerais reporter mon attention un peu plus sur les professionnels de la documentation. Quelle est leur place déjà dans la diffusion, la sensibilisation à ces questions, et dans deux réalités bien différentes, hein. Et donc qu'est-ce qui est à développer en fait pour faire passer ce message et pour le clarifier, et puis également quels partenariats sont à envisager pour avoir une vision plus générale, puisqu'on est quand même sur un projet mondial. Voilà. Louise Marie ou Florence Morio, comme Bon, je vais bien prendre la parole, mais du coup, je voudrais, avant de répondre à toutes ces questions, revenir par rapport aux points qui ont été abordés. Effectivement, la question de la relecture, qui est un gage de qualité dans la publication scientifique, est indispensable. Après, la façon dont les éditeurs se positionnent par rapport à ça, elle peut aussi changer. Donc le plan S arrive avec ses recommandations très contraignantes, mais justement le mouvement de l'open access qui s'appelle maintenant la science ouverte existe depuis longtemps. Et donc du coup, il y a beaucoup d'initiatives qui existent, d'éditeurs associatifs ou commerciaux, qui ont un petit peu fait bouger les lignes. Et donc notamment, il y a des systèmes de relecture par les pairs ouverts, donc c'est-à-dire pas forcément donc après dépôt d'un article manuscrit ou d'un préprint, avec donc des systèmes de relecture ouverts par des experts reconnus, et ensuite publication dans une revue qui est reconnue au sein de sa communauté. Parce que donc on parle de ça, on parle de revues qui sont considérées comme des revues de qualité au sein d'un champ disciplinaire. Donc ça, par exemple, il y a l'exemple de la fondation SciPost, qui est une fondation canadienne, si je ne m'abuse, et qui est dans le domaine de la physique, et qui fait ça. Ensuite, il y a la Fair Open Access Alliance, qui soutient des comités de rédaction appartenant à des éditeurs, qui sont partie des éditeurs géants, Elsevier et Springer, qui les accompagnent dans le fait de quitter en fait cet éditeur pour recréer la revue en open access. Donc le comité éditorial démissionne par exemple de Elsevier et recrée la revue en open access et est suivi par la communauté. Donc ça s'est trouvé en mathématiques, ça s'est trouvé en informatique, ça s'est trouvé en psychologie. Donc je pense juste qu'il y a déjà des expériences qui existent qui permettent de penser la concrétisation du modèle en respectant la question de la qualité. En biologie, il y a l'alliance la VISAN qui a reconnu l'utilisation du préprint comme un document de qualité, et également donc, en physique, les préprints sont très utilisés et très cités également. Donc il y a quelque chose à voir sur comment dans ces champs disciplinaires le préprint fait foi et sur quels critères et comment il est discuté après. Ce qui est intéressant aussi pour revenir à la question de l'évaluation, c'est que dans ce que fait la Fondation SciPost, c'est que les rapports des relecteurs on leur attribue un DOI qui est donc un système d'identification des articles normalement qui permet de les mettre également dans leur CV et que ce travail de relecteur qui est un travail un peu caché soit valorisé. Donc ça aussi c'est des choses qui peuvent permettre notamment d'arriver à, je ne sais pas si c'est ce que vise le plan S, mais arriver peut-être à faire cesser les dérives qu'on voit, notamment l'augmentation exponentielle des articles, et du coup de mauvais articles, des articles qui sont publiés en 4 parties au lieu d'une seule, parce que comme ça fait plus d'articles sur le CV. Donc du coup là on retombe sur la question de l'évaluation, et je pense qu'en recréant quelque chose, on peut arriver à soulager un petit peu l'ensemble des acteurs de ce domaine, éditeurs, chercheurs, documentalistes, relecteurs, par rapport à ces dérives qui ont eu lieu. Et enfin, il y a d'autres questions sur l'évolution des modèles, notamment les labos
publient souvent des cahiers ou au moins des actes de colloque. Et donc du coup, ils souhaitent souvent être accompagnés dans l'édition de ces cahiers-là et maintenant dans l'édition numérique. Donc ça, en fait, ils ont plutôt envie de rester sur des logiques où ils font le choix de rester sur des logiques open access et ils demandent donc aux bibliothécaires de les aider. Et donc nous, en fait, on est un peu coincés parce que l'édition, c'est un métier. Et donc nous, on est bibliothécaires. Donc du coup, c'est pas tout à fait le même métier, c'est pas tout à fait les mêmes études. Et du coup, il y a quand même des partenariats envisagés autour de ça. Donc, dans un environnement open access, moi je vois pas du tout la fin de l'éditeur parce qu'il y a des choses à faire effectivement pour gérer ses relectures, puis pour mettre la mise en page, pour organiser les articles, pour créer un ensemble thématique, pour créer une revue même numérique. Enfin, il y a tout un tas de logiciels. Et tout ce qui est partie diffusion aussi, oui, bien sûr. Pour la correction, diffusion, pour la traduction. Voilà, pour toute la vie après de l'article ou de l'ouvrage. C'est important aussi. Le travail de l'éditeur est très important aussi à ce niveau-là, après publication. Oui, tout à fait. Oui, pour que l'article soit indexé, qu'il soit vu, lu au niveau mondial aussi. Ça, c'est important. Et ça, c'est un gros travail aussi. Il ne faut pas oublier non plus un travail éditorial qui est très important. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment il y a besoin de faire connaître ce métier justement en rentrant bien dans les détails de ce qui est fait. Donc après, pour les changements plus concrets, donc pour répondre à la deuxième partie de la question, dans beaucoup de bibliothèques et centres de documentation, on fait des formations au dépôt de documents dans HAL. Donc je pense qu'en fait, on va devoir démultiplier cette activité en changeant notre système de formation et nos supports de cours parce que, étant donné qu'il n'y a plus d'embargo, quelle est la place du post-print, bon voilà, là il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de choses à changer, mais en tout cas sur l'accompagnement, en fait, on a déjà des choses assez solides. Après, je pense que le fait de basculer vraiment vers la science ouverte peut conduire à développer d'autres services d'accompagnement aux chercheurs dans le repérage en fait dans ces revues-là, dans les choix éditoriaux à faire, mais aussi du coup dans la création de revues numériques et du coup dans la mise en lien avec des éditeurs, dans la réflexion sur l'indexation des articles. Donc là, voilà, moi je vois des pistes de développement et aussi peut-être en ce qui concerne justement la valorisation des publications par tout ce qui est le positionnement par rapport aux réseaux sociaux de la recherche, la place des articles dans ces réseaux sociaux, comment faire connaître ce qu'on a publié et en même temps le protéger. Donc là, je pense qu'on peut, dans les bibliothèques, apporter des services de soutien et d'accompagnement. Alors pour rebondir, au niveau hospitalier, il y a effectivement plusieurs choses qui sont toujours en relation, hélas, avec l'évaluation des chercheurs. Au niveau des centres hospitaliers, nous avons SIGAPS, qui est une grosse épine, on va dire, puisqu'au départ, c'est un outil de bibliométrie permettant théoriquement de valoriser la recherche et qui est devenu un outil de manne ministérielle annuelle, puisque c'est le score SIGAPS de notre institution qui nous donne un budget recherche qui nous est attribué au niveau du ministère. Donc par rapport à ça, au niveau de l'accompagnement que nous, on peut avoir des chercheurs, il y a la partie open access qui commence seulement à se développer, mais notre public est, entre guillemets, je vais dire un peu moins captif que celui des universités, dans le sens où il n'y a pas de passage obligé des chercheurs vers nous pour dire ah, vous avez une publication, il faut absolument passer par la documentation pour voir ce qu'elle peut vous proposer. Ce n'est pas le cas. Donc, ça le serait, on aurait un problème d'effectif aussi. Mais le but, c'est d'arriver à expliquer aux chercheurs l'utilité. À l'heure actuelle, il est vrai que l'utilité d'un chercheur, l'utilité basique, on va dire, à publier, c'est d'avoir un bon facteur H dans le WOS et d'avoir un haut score SIGAPS. Donc pour ça, effectivement, valeur
revue à fort impact factor, position des auteurs à l'intérieur de l'équipe de recherche, etc. Actuellement, au niveau hospitalier, je n'ose pas trop m'avancer en disant que c'est quand même le modèle de ce qui se pratique. Et que pour changer et aller vers l'open access, il y a un gros travail à faire. Au niveau de Halle, par exemple, aux Hospices civils de Lyon, Halle n'a pas du tout pris. Il prendrait si c'était l'équipe de la documentation qui rentrait systématiquement toutes les données des chercheurs ou des publiants. Il y a aussi le fait que nous avons une population hospitalo-universitaire qui a un temps qui est consacré à la recherche, théoriquement, et puis nous avons quand même aussi une manne de publiants qui sont PH temps plein ou PH temps partiel, mais en tout cas qui n'a pas le temps physique d'accorder du temps justement à la valorisation qui serait la meilleure pour l'article. Le cardiologue qui va vouloir publier systématiquement dans la revue de cardiologie qui est la mieux cotée, la plupart de nos chercheurs qui, même lorsqu'ils sont en spécialité médicale, cardiologie, génétique, anesthésie, réa, tiennent absolument à publier dans des revues généralistes, style le Lancet, le New England Journal of Medicine, parce que ça rapporte. Donc il y a toute une éducation à faire, et ça c'est vrai que c'est un gros travail. C'est un gros travail parce que autant le chercheur veut avoir accès à tout gratuitement, autant il n'est pas prêt à, alors c'est défavorable vis-à-vis de l'open access, à donner ses résultats de recherche, on va dire, sans contrepartie. Sans contrepartie, pas forcément monétaire, hein, mais sans contrepartie de reconnaissance. Ah, j'ai publié dans le NEJM, j'ai publié dans le Lancet. Même si la revue de spécialité en biochimie, par exemple, serait la revue de référence normalement dans laquelle on devrait publier pour être mieux reconnu au niveau de ses pairs. Donc il y a une partie des chercheurs et des hospitalo-universitaires qui jouent le jeu et qui publient effectivement dans des revues correspondant à leur spécialité. Et puis, et ça on ne peut pas non plus l'occulter, il y a une partie des équipes qui cherchent à publier pour que ça rapporte des points. Donc l'open access, effectivement, pour nous, c'est un gros enjeu. C'est pour ça aussi qu'on va revenir sur notre plateforme HAL en obligeant, mais peut-on réellement obliger les gens à se déclarer et à déclarer leur publication ? Non, c'est une volonté. Donc effectivement, c'est une éducation à faire des personnels médicaux. Et pour faire cette éducation-là, il faut du temps. Il faut aller dans les services, il faut expliquer ce qu'on fait. Les gens ne viennent pas à nous. Dans ce cas-là, c'est nous qui devons aller vers les gens. Et ça, ça demande beaucoup de temps. Donc effectivement, je pense que le plan S et l'open access, c'est ce vers quoi on devrait tendre dans l'absolu et intellectuellement parlant. Mais concrètement, effectivement, ça va demander un gros changement de mentalité. Tous les niveaux. Pour rebondir là-dessus, je crois avoir compris que désormais, depuis peu, au CNRS, il est demandé alors je crois que c'est pour les recrutements, je ne sais pas ce qu'il en est des promotions, il est obligatoire d'avoir publié dans HAL avant. Donc les choses sont en train de changer. Moi-même, je n'ai jamais déposé dans HAL, et il paraît que c'est très facile d'ailleurs à faire. Hein, voilà. Donc c'est peut-être un changement de paradigme. D'ailleurs, il y a une note d'humour sur le paradigme. J'ai vu apparaître le mot paradigme dans les publications il y a peut-être une dizaine d'années. Et pratiquement dans toutes les publications que je lisais, il y avait un nouveau paradigme. Alors je ne savais pas trop ce que c'était. Je suis allé regarder sur Internet et c'est une découverte universellement reconnue. Et je me suis dit, mais quand même, je ne suis vraiment pas sûr que tout ça soit universellement reconnu. Je veux dire par là que pour que vraiment il y ait un nouveau paradigme et qu'on publie dans un journal généraliste, bon, ce que j'allais dire, il y a un petit peu d'enfumage aussi. Donc voilà, je ne sais pas si ça va dans le même sens, hein, ce que vous disiez. Voilà. Alors avant de prendre quelques questions, est-ce que vous souhaitiez rebondir directement ? D'accord, on va peut-être ouvrir... Justement, vous nous expliquez tout l'intérêt d'aller dans les services pour essayer de convaincre. Je sais que côté université, c'est fait déjà aussi du côté des chercheurs, en tout cas dans plusieurs établissements, il me semble. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un travail à faire
ensemble pour aller voir dans les services hospitaliers, puisque bien souvent, on a des doctorants, des internes, des PUPH qui sont à la croisée de nos deux univers. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que fondamentalement, qu'on soit en milieu de bibliothèque universitaire ou en milieu CHU, ça ne change rien à nos pratiques et ça ne change rien à la manière dont on doit aborder les questions. Après, ce sont, je dirais, plus des contingences matérielles que des contingences intellectuelles qui nous brident, entre guillemets, dans le sens où, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de personnel pour aller partout et pour expliquer. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et tout le monde n'est pas complètement formé non plus au fait d'expliquer concrètement les changements, l'aide à la publication, pourquoi et comment on le fait, et pour arriver à convaincre. Le but, c'est pas non plus de dire nous détenons la vérité toute puissante, mais c'est de dire on vous explique toutes les options qui existent. Vous êtes bien sûr libre de votre choix, mais faites-le en toute conscience et faites-le dans le sens de l'amélioration de la qualité de ce qui est proposé. Et effectivement, c'est dans ce cas-là où on aura aussi une publication open access qui sera digne d'intérêt. D'ailleurs, que ce soit open access ou intégrité scientifique, encore une fois, tout ça, ça fait partie du rapport Corvol de 2016. Pierre Corvol a remis son rapport au ministre Thierry Mandon à l'époque. Et dans ces propositions, il y a celle d'information des doctorants, etc. Bon. Donc tout ça, normalement, c'est en train de se mettre en place. Mais voilà, il faut du temps. Et sur le terrain, encore une fois, moi je vais à plusieurs endroits en France pour parler de ça et discuter. Et je me rends compte qu'il y a un manque d'information crucial des doctorants, mais pas seulement, des collègues chercheurs, etc. Encore une fois, quand on est chercheur, on essaye de faire avancer la recherche, d'avoir des sous, on fait plein de choses à la fois. Et bon, potentiellement, c'est secondaire, ces histoires-là, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et il faudrait justement réussir à changer ça de façon à ce que l'information et la prise de conscience arrivent. Mais voilà, c'est en cours en tout cas. Et ça veut dire aussi d'avoir des interlocuteurs plus identifiés, parce que finalement, vous disiez ce plan top-down qui descend comme ça, nous, dans la documentation, on se positionne quand même en faveur d'un plaidoyer vis-à-vis de ces nouvelles formes d'accès. On s'est désigné naturellement, puisque nous sommes tous les jours confrontés à ces questions-là, mais finalement, il pourrait y avoir d'autres interlocuteurs. Nous-mêmes, il faut que nous nous formions. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont ouvertes, avec un temps toujours contraint, même si ça a été repoussé. Mais, voilà. Il faudrait que vous fassiez une task force des bibliothécaires qui passent partout pour expliquer les choses. Non, mais... Et ensuite, demander aux gens qui ont écouté de transmettre, de faire au contraire du bottom-up. C'est-à-dire que ce soit eux, les gens qui ensuite transmettent l'information aux autres. C'est un petit peu l'idée. Ça aussi, c'est dans le rapport Corvol. Et ce qu'on voit également, c'est que les éditeurs, finalement, ne sont pas si consultés que ça dans la mise en œuvre de ce plan. Oui, chacun œuvre dans son coin et c'est vrai que c'est... Alors qu'en fait, on se rend compte qu'on a un rôle, et aussi avec les documentalistes, de travail avec les documentalistes pour justement identifier. Nous, dans notre cas, on est plus dans une situation où on a plus de clients lecteurs que de clients, que d'auteurs en France, toujours. Mais ça pose la question justement de savoir si demain on veut s'adresser aussi aux auteurs potentiels pour publier dans les revues, il faut qu'on fasse le lien avec les documentalistes pour aller chercher ces auteurs, communiquer avec eux en leur disant « Vous inquiétez pas, vous avez une centaine de revues biomédicales dans toutes les disciplines dans lesquelles vous pouvez publier avec tout un service classique disponible et donc utilisez-les. »
utiliser ces services et solliciter nous pour faire le lien. C'est ça, entre l'éditeur et l'auteur et les auteurs potentiels. Et il y a l'expertise de l'éditeur qui fournit des outils que nous n'avons pas forcément. Voilà, parce que bon, il y a HAL qu'on promeut, entre autres, mais voilà, il y a encore beaucoup d'outils à mettre en place. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que le plan S, justement, est très précis sur certains points de format, par exemple, mais très flou sur d'autres, sur voilà, comment mettre en place ces plateformes. Voilà, parfois ex nihilo, je l'ai dit en introduction, il y a une volonté de soutenir les projets, mais finalement, quelles équipes derrière pour les mettre en place, quelles équipes techniques, voilà, c'est autant de questions qui restent en suspens. Et nous avons un temps important pour rebondir éventuellement ou pour poser des questions si vous en avez. Dans un labo, comme documentaliste dans un labo de recherche, via les IST, donc l'information scientifique et technique, il y avait vraiment un accompagnement des chercheurs, notamment pour rentrer toutes les références dans HAL. Et alors, je ne sais pas, ça fait 10 ans que j'ai quitté ce laboratoire, donc je ne sais pas si c'est encore le cas, et je faisais donc partie de ces IST. Et vous parlez également d'évaluation. Les personnes, en tout cas dans ce laboratoire SHS, au niveau de l'ARS, ils étaient évalués par rapport aux publications qui étaient saisies dans HAL. C'était une obligation en SHS. Maintenant, je ne travaille plus en SHS, donc je ne sais pas. Mais de ce fait, j'ai l'impression qu'en fait, on réinvente quelque chose qui existe déjà au CNRS. Et, enfin, ou alors je me trompe complètement, hein, mais toutes ces choses-là, on en parlait déjà il y a 10-15 ans au CNRS. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Des choses qui ont été mises en place avec HAL, avec les informations, enfin tout ce qui est information scientifique et technique, les réunions qu'on a avec le CNRS. Et je pense que ça vaudrait peut-être le coup de voir un petit peu déjà, de voir un peu déjà ce qui existe. Alors l'INSERM, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, mais le CNRS, en tout cas, il y avait déjà des choses qui existaient. Alors c'est le cas. Au niveau de l'INSERM aussi, il y avait plus ou moins des obligations de dépôt dans HAL. C'est quelque chose qui, effectivement, comme vous le dites, existe depuis très longtemps, qui sert à l'évaluation dans certains domaines, notamment effectivement les SHS, qui a été, on va dire, dévoyé dans le milieu médical avec l'arrivée de SIGAPS, qui a biaisé un peu la chose, on va dire. Bon, c'est pour ça que ça n'a pas marché, en fait, au niveau médical. Oui, parce qu'il y avait un autre moyen qui existait. D'accord. Il y avait un autre moyen qui existait, donc du coup, la sauce n'a pas bien pris. Après, c'est pas non plus au niveau de tous les centres hospitaliers que ça a mal pris. C'est pas pour autant que... En tout cas, chez nous, ça a mal pris parce qu'il n'y avait effectivement pas d'obligation. Peut-être que quelque part, on aurait dû dire toutes les publications des gens des hospices doivent forcément être déclarées dans... Mais il y avait un grand accompagnement. C'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, vous n'avez vraiment pas que ça à faire. Donc, c'était pas les chercheurs qui le faisaient, c'était des documentalistes. Il y avait un accompagnement du personnel de CNRS technique qui accompagnait les chercheurs. C'était pas, on peut pas, après je pense un peu chacun son travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en plus demander aux chercheurs, et notamment des chefs de clinique, des PUPH qui sont submergés de travail, en plus de rentrer leur publication et de faire tout ce travail-là. Et c'est vrai que de ce fait, il faut vraiment, enfin moi je pense qu'il faut un réel accompagnement des chercheurs, mais un réel. Et du coup, ma deuxième question, et après j'arrête, en fait, comment font les autres pays, notamment l'Allemagne? Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays au niveau des évaluations, au niveau des publications comment ça marche? Alors, oui, c'est une situation, c'est une question complexe. Parce que, bon, il y a des pays, on va dire comme les États-Unis, où il y a un certain nombre de choses déjà en place, ou le Canada. Il y en a d'autres, des pays en développement, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est très difficile de faire un panel, à mon sens, complet de ce qui se passe dans les différents pays. Je ne suis pas sûr, et je ne sais pas, peut-être vous avez des informations sur la façon dont les États-Unis se positionnent par rapport au plan S. Pour l'instant, ils ne sont pas encore dans la même situation avancée qu'en Europe, mais ils tendent vers
vers un modèle similaire. Alors, il y a comme signataire de la coalition S, il y a Bill Gates Foundation, il y a Wellcome Trust, etc. Il y a le NIH, à ma connaissance, Oui. n'est pas dans la coalition S, si, le NIH, le National Institute of Health. Alors, non, justement. non, non, alors, c'est- ceci dit, la coalition S, c'est pas un système d'État, donc c'est peut-être pour ça, hein. oui, Je ne sais pas. Mais, oui. donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont dans la coalition S, mais peut-être que, et je crois que c'est le cas par exemple du Wellcome Trust, si j'ai bien compris, ils sont d'accord avec le système hybride, mais ils ne vont pas payer les APC. En fait, c'est-à-dire que dans la nouvelle mouture du plan S, si j'ai bien compris, le modèle hybride, ou j'ai peut-être mal compris, persiste avec le Green Open Access, mais les membres de la coalition S ne payent pas les APC. C'est bien ça? C'est-à-dire que, ou alors j'ai mal compris, mais c'est-à-dire qu'en fait le modèle hybride de la nouvelle mouture de 2021 n'est pas complètement exclu. Non, parce que en fait, la mise en place devait être effective en 2020 Oui. et ça a été reporté justement parce que certains points ne pouvaient pas être. Enfin, certaines exigences ne pouvaient pas être Voilà. appliquées par les éditeurs et par les différents organismes aussi de financement, et notamment le modèle hybride était un des points qui posait un problème majeur pour pas mal d'éditeurs. Voilà. Donc il y a des membres de la coalition S, si j'ai bien compris, qui sont pour le plan S, mais avec des choses plus souples Oui, en ce c'est qui ça. concerne, Voilà, c'est ça. par exemple, les APC. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, finalement, si c'est ça qui se passe, ça ne va pas changer grand-chose à ce qui se passe actuellement, ou je me trompe. Simplement, on ne pourra pas payer. J'étais au congrès qui a eu lieu récemment, qui était Sens ouverte et intégrité scientifique, organisé par l'Office Joël Elnaud, donc la CRES. Et il y a une table ronde, et un collègue de la table ronde, moi j'étais dans l'assistance, un collègue de la table ronde dit la chose suivante. Voilà, alors ça se passe actuellement, donc ce n'est pas encore dans le plan S, mais il dit voilà, je suis chercheur, j'ai une collaboration avec des collègues chinois en l'occurrence, et on est financé par la communauté européenne. Bon. Et on publie nos résultats dans un journal hybride. Immédiatement, on reçoit un petit mot. Vous ne pouvez pas, parce que c'est banni, vous ne pouvez pas publier, il faut que vous publiez en open access. On vous laisse le choix, soit vous retirez votre article, soit vous retirez la source de financement. Et il dit, moi j'étais pas d'accord avec ça, mais nos collègues chinois ont dit, c'est simple, on retire la source de financement. Et on continue, on a publié dans le modèle hybride. Alors, ça pose des questions, ça. À la limite, et j'ai posé la question, mais la réponse n'était pas complètement claire, j'ai posé la question ensuite, au moment de la table ronde. Si c'est ça, c'est simple. Il suffit d'utiliser l'argent, ensuite de publier, on enlève la source de financement, parce qu'on a toujours plusieurs financements. Voilà, donc je soumets ça à votre sagacité, parce que s'il suffit de faire ça, voilà. Et je n'ai pas la réponse, en fait. Il y a plein de questions. Une des questions que je me pose actuellement, je crois que l'INSERM n'est pas dans la coalition S, mais c'est peut-être parce que c'est l'État, l'INSERM. Alors, notre ministre a signé le plan S, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement signer, mais ça veut dire que ça engage l'État français, ou je me trompe. Bon. Mais il n'est pas marqué INSERM, membre de la coalition S. Donc, si dans la nouvelle mouture 2021 les journaux hybrides sont encore acceptés à condition que les APC soient payés par des gens qui ne sont, des organismes qui ne sont pas dans la coalition S, c'est-à-dire une fondation, etc. Ma question, c'est est-ce que l'INSERM est prêt à payer des APC de journaux hybrides et est-ce que ça rentre dans la... Peut-être que c'est de la masturbation intellectuelle, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression. Je pense que c'est des questions réelles. Oui, Est-ce que si on a une source de financement autre que celle des membres de la coalition S, oui. on peut continuer à fonctionner comme avant? Je ne sais pas si vous A avez la priori, réponse à la oui. question. A priori, oui. Et la question aussi des revues hybrides, justement pour les articles publiés dans les revues de carrière, il y a énormément d'articles qui sont publiés par des chercheurs japonais, des chercheurs chinois, des chercheurs indiens, américains, sud-américains. Tous ces articles de recherche qui sont publiés dans les revues sont publiés de façon classique, c'est-à-dire dans des revues sous forme d'abonnement.
Donc, tant que ça ne change pas et qu'ils n'aient pas non plus la volonté de changer, ces revues, elles ont raison d'exister, en fait. C'est ça. Et en même temps, les chercheurs qui sont soumis au plan S, s'ils veulent publier dans ces revues, voilà, ils ont interdiction de le faire. Donc, ce point-là pose problème, effectivement. Oui, et ça peut tenter peut-être certains chercheurs à contourner et à financer ou publier pas forcément sous la même signature non plus. Pour un chercheur qui est hospitalier, universitaire et qui fait partie d'un laboratoire autre, peut très bien publier son article de façon classique sous une autre signature. Voilà. Pourquoi pas, on peut imaginer aussi cette formule-là. Donc, ça serait dommage, sous la contrainte de finalement gâcher un peu ce plan qui est plutôt positif pour la recherche ouverte et tout ce que ça peut apporter au monde de la recherche, de finalement le saboter par des obligations. Je suis bien d'accord là-dessus, oui. On n'a pas parlé des journaux prédateurs, mais ça fait aussi partie de la discussion. Et malheureusement, nous allons devoir en rester là. Donc, merci à tous les quatre. Et vous le voyez, donc le plan S soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, c'est bien normal. Donc, pour clore cette journée, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie tous les participants. Nous remercions tous les participants. Et je vais laisser la parole à Valérie Néouz, directrice du service commun de la documentation de l'Université de Paris-Descartes, et bientôt de la direction des bibliothèques de l'Université de Paris, car vous le savez peut-être, nous sommes engagés dans un processus de fusion actuellement. Voilà, je lui laisse la parole.